J'ai souvent entendu dire en chair à notre curé que vous connaissez bien que celui qui cherche le danger y périra. Ce n'est pas bien de tenter Dieu en vous lançant dans une aventure pareille. Si vous en réchappez, ça tiendra des miracles. Contentez-vous de ce que le ciel a déjà accompli en votre faveur, en vous évitant d'être berné, comme je l'ai été, et en vous permettant de vaincre au combat tous ces ennemis qui accompagnaient le défunt, sans qu'il vous en coûte une égratignure. Et si tout ça ne suffit pas, monsieur, à émouvoir votre cœur de pierre, peut-être qu'il se laissera attendrir à l'idée que, dès que je vous aurai perdu de vue, j'aurai tellement peur que je donnerai mon âme à qui le voudra. Moi, j'ai quitté mon village et j'ai laissé femme et enfants pour entrer à votre service parce que j'espérais y gagner, non y perdre. Mais comme dit le proverbe, trop de cupidité fait crever la bourse. Pour moi, ce sont mes espérances qu'elle a réduites en miettes. Ne voit-il pas qu'au moment où je m'attendais enfin à recevoir ce maudit archipel du diable que vous m'avez si souvent promis, à la place et en échange, vous voulez m'abandonner dans cet endroit où il n'y a pas âme qui vive. Oh, oh. Mmh. Au nom de Dieu, votre Seigneur, ne m'affligez pas pareil outrage, monsieur le chevalier errant. Et s'il vous est vraiment impossible de renoncer à cette aventure, attendez au moins qu'il fasse jour. Si j'en crois ce que j'ai appris quand j'étais berger, il ne doit pas y avoir plus de 3 heures d'ici, à l'aube, parce que la gueule de la petite ours est au-dessus de notre tête, et qu'à minuit elle trace dans la ligne du bras gauche. Comment peux-tu, Sancho, voir où tracer ligne, ni où se trouve la gueule de l'encolure dont tu parles? Encore que la nuit est si obscure qu'on ne voit pas une étoile dans le ciel. C'est vrai, mais la peur a de bons yeux, comme on dit. Et puisqu'elle peut voir ce qui se passe sous la terre, elle voit à plus forte raison ce qui vient en haut dans le ciel. De toute manière, le jour ne va pas tarder à se lever. Qu'il tarde pas, il ne sera pas dit que les prières et les larmes m'aient jamais empêché à cette heure ni à aucun moment de me conduire en chevalier. Je te prie donc de te taire, Sancho. Dieu qui m'a inspiré d'entreprendre dès à présent cette aventure inouïe et périlleuse, entre toutes, se chargera de veiller sur mon salut et de consoler ta tristesse. Quant à toi, serre les sangles de mon cheval et attends-moi ici, je serai bientôt de retour, mort ou vif. Sancho, voyant que la décision de son maître est irrévocable et que ni larmes, ni conseils, ni prières n'avaient sur lui d'effet, décida d'employer la ruse et de l'obliger à attendre au moins jusqu'au lever du jour. Pour cela, pendant qu'il serrait les sangles de Rocinante en douceur et en ne faisant semblant de rien, il lui lia les pieds avec le licol de son âne, de sorte que le moment venu, il fut impossible à Don Quichotte de partir. Son cheval ne bougeait plus que par sourd. Sancho, voyant que sa ruse avait réussi, dit à son maître: « Et voilà, monsieur, le ciel touche par mes prières et par mes larmes, a fait que Rocinante ne puisse plus bouger. Si vous vous entêtez et que vous continuez à le piquer, ce sera aller contre le sort, et comme on dit, ruer dans les brancards. » Don Quichotte se désespérait. Plus il péronnait son cheval, moins il pouvait le faire avancer. Il résolut donc de se calmer et d'attendre que le jour parût que Rocinante consentit à lui-même. Attribuant ce contretemps à toute autre chose qu'à la malice de son écuyer, il lui dit: « Puisque Rocinante ne peut pas avancer, je me résignerai à attendre que l'aube nous sourie, même si je dois pleurer tout le temps qu'elle mettra à venir. » « Il ne faut pas pleurer, monsieur. Je vais vous raconter des histoires jusqu'à ce que le jour se lève, à moins que vous ne vouliez mettre pied à terre et dormir un moment dans l'herbe, à la manière des chevaliers errants, pour être plus reposés quand il viendra l'heure d'entreprendre l'incroyable aventure qui vous attend.
Comment oses-tu me parler de mettre pied à terre, et encore moins de dormir? Suis-je par hasard de ces chevaliers qui prennent du repos à l'heure du danger? Dors, toi qui n'es bon qu'à dormir, ou fais ce que tu voudras. Pour moi, je ferai ce qu'il convient, le mieux à ma profession. Ne vous fâchez pas, monsieur, je disais ça pour rire. Et s'approchant de lui, Sancho mit une main sur l'arçon de devant et une autre sur celui de derrière, et il resta ainsi embrassant la cuisse gauche de son maître, sans oser s'en écarter d'un doigt, tant il était épouvanté par les coups que continuait à frapper alternativement Don Quichotte, lui demandant de raconter une histoire pour le divertir, comme il le lui avait promis. Sancho répondit qu'il se ferait volontiers si la peur ne l'empêchait pas de parler. Et cependant, ajouta-t-il, je vais essayer de vous en dire une, qui est la meilleure de toutes, celle que vous pouvez jamais entendre. Mais il faut me laisser aller jusqu'au bout sans m'interrompre. Attention, je commence. Il était une fois, eh bien, et que le bien il était une fois, et que le bien qui arriva soit pour tout le monde et le mal pour qui l'a cherché. Vous remarquez, monsieur, que les gens de l'ancien temps ne commençaient pas leurs histoires n'importe comment, mais par une sentence de Caton, l'encenseur romain, et le mal pour qui l'a cherché. Ce qui vient ici à point pour vous rappeler que vous devez rester tranquille, et ne pas aller chercher le mal où qu'il que ce soit, et que nous ferions mieux de revenir par un autre chemin, puisque personne ne nous force à suivre celui-là, où il y a tant de choses qui nous font peur. Poursuis ton histoire, Sancho, et laisse-moi le soin de décider de notre route. Je disais donc que dans un village d'Estrémadure, il y avait un berger, chevrier, c'est-à-dire un berger qui gardait des chèvres, qui s'appelait Lopruise. Ce Lopruise était amoureux d'une bergère qui s'appelait Torralba. Et cette bergère, nommée Torralba, était la fille d'un fermier qui avait beaucoup de troupeaux. Et ce fermier était... Oh, si tu ne sais pas raconter ton histoire autrement qu'en te répétant, Sancho, tu n'auras pas fini dans 2 jours. Dis-la tout de suite, et comme un homme de raison, ou bien tais-toi. Comme un homme de raison, ou bien tais-toi. Dans mon pays, c'est comme ça qu'on les raconte, et moi je ne sais pas les raconter autrement. Et il n'est pas juste que vous me demandiez de changer mes habitudes. Fais comme tu voudras, et puisque j'ai la malchance d'être obligé de t'écouter, continue. Comme je vous le disais, monsieur, ce berger était amoureux de Torralba, la bergère, qui était une fille robuste, revêche, un peu homasse, avec ses quelques poils de moustache. Il me semble que je la vois d'ici. Tu l'as donc connue? Non, pas personnellement, mais celui qui m'a raconté l'histoire m'a affirmé qu'elle était tellement vraie que quand je la dirais à d'autres, je pourrais jurer que j'avais tout vu. Et c'est ainsi qu'au fil des jours, le diable qui ne dort jamais et qui fait toutes sortes d'embrouilles s'arrangea pour changer en répulsion l'amour que le berger avait pour la bergère. La cause en fut, d'après les mauvaises langues, qu'elle lui était donnée si souvent de petites jalousies que ça en passait la mesure. La haine du berger devint si grande qu'il décida de quitter le pays et de partir très loin pour être sûr de ne plus jamais la revoir. Torralba, se sachant dédaignée de Lope, se mit aussitôt à l'aimer, alors qu'elle n'avait jamais eu pour lui le moindre sentiment. Les femmes sont ainsi faites, l'interrompit Don Quichotte, qu'elles dédaignent qui les aime et aiment qui les méprise. Continue Sancho. Le berger fit donc comme il l'avait décidé, et poussant son troupeau devant lui, il partit pour le royaume du Portugal, en traversant les terres d'Estrémadure. Aussitôt que la Torralba l'apprit, elle s'est mise à ses trousses. Elle le suivait de loin, à pied, ses souliers dans une main, un bourdon dans l'autre, et une besace à son cou, dans laquelle elle avait mis, à ce qu'il paraît, un morceau de miroir, un bout de peigne et un pot de fard. Mais pour tout vous dire, je n'ai pas été vérifié. Ce que je sais, c'est que le berger arriva sur les bords de Galiana, et à un moment où il était en crue.
et où il avait presque débordé. Sur la rive où il se trouvait, il n'y avait ni bac ni barque, ni personne pour les faire passer, lui et son troupeau, de l'autre côté, ce qui le fâcha beaucoup, car elle sentait la tort Alba sur les talons, et n'avait aucune envie de subir ses prières et ses larmes. Enfin, à force de regarder autour de lui, il aperçut un pêcheur avec une barque si petite qu'il n'y pouvait tenir qu'un homme et une chèvre. Il s'arrangea cependant avec le pêcheur, qui promit de les passer, lui et ses 300 chèvres. Il en a passé une, puis deux, puis une troisième. Attention, monsieur, faites bien le compte, parce que si vous vous trompez seulement d'une chèvre, mon histoire sera finie, et je serai obligé d'arrêter. Je disais donc que le pêcheur passait des chèvres, mais comme sur l'autre rive, le débarcadère était plein de vases et glissant, il mettait beaucoup de temps à aller et revenir. Il continuait tout de même, et il en passait une, puis une autre, et encore une autre. Disons qu'il les a tous passés, interrompit Don Quichotte, parce que ce sera là, dans un an, on y sera encore. Nous y serons encore. Combien y en a-t-il de passés, Scarlett? Comment diable le saurais-je? Je vous avais pourtant dit qu'il fallait bien faire le compte. Et voilà, j'ai terminé. Impossible d'aller plus loin. Comment cela? Il est donc si important de savoir le nom exact de chef que si l'on se trompe, tu cesses de raconter ton histoire. Non, pas du tout, mais c'est qu'au moment où je vous ai demandé de me dire combien il y avait de chefs de l'autre côté et que vous m'avez répondu que vous ne le saviez pas, à ce moment-là, j'ai oublié tout de suite que c'était pourtant le meilleur et le plus amusant. Ainsi donc ton histoire est achevée. Aussi achevée que la vie de ma pauvre mère. Voilà bien l'histoire ou la fable la plus étrange qui soit. Et tu as une manière de la dire et de la planter là qu'on n'a jamais vu, on n'en verra jamais. En vérité, je ne m'attendais pas mieux de ton grand esprit. Mais j'en suis pas étonné outre mesure, car ces bruits incessants ont dû te troubler la cervelle. Tout est possible, mais moi je sais que mon histoire s'arrête au moment où on se trompe en faisant le compte des jours qui sont passés. Qu'elle s'arrête où on lui semble. Voyons plutôt si Rocinante peut avancer. Il redonna de l'éperon et le cheval refit un saut sans bouger d'un pas, tant il était bien ficelé. Sur ces entrefaits, soit à cause de la fraîcheur du matin qui commençait à se faire sentir, soit qu'il eût mangé quelque chose de laxatif, soit que c'est le plus probable par un effet de la nature, Sancho eut envie de faire ce que un autre n'aurait pu faire pour lui. Mais si grande était sa peur qu'il n'osait s'écarter d'un pouce de son maître. Quant à essayer de se retenir, c'était impossible. Alors, pensant tout arranger, il lâcha l'arçon arrière qu'il tenait à sa main droite et discrètement, sans faire de bruit, détacha l'aiguillette qui soutenait à elle seule ses culottes, de sorte qu'elles lui tombèrent aussitôt sur les talons et lui restèrent aux pieds comme des entraves. Après quoi il releva sa chemise du mieux qu'il put et mit à l'air ses deux fesses, qui n'étaient pas petites, cela fait, et lorsqu'il croyait avoir achevé le plus difficile pour sortir de cet embarras cruel et pressant, il en sauva un autre, plus terrible encore. Il lui parut qu'il ne pourrait se soulager sans laisser échapper quelques sons plus ou moins violents. Il serrait les dents, remonta les épaules en retenant son souffle de toutes ses forces. Malgré toutes ces précautions, la malchance fit qu'il ne put s'empêcher de faire un peu de bruit, bien différent de celui qui provoquait sa frayeur. Don Quichotte demanda aussitôt: As-tu entendu, Sancho? Qu'est-ce que cela? Je ne sais pas, mais si ça doit être encore quelque chose de nouveau, parce qu'une aventure comme un malheur ne vient jamais seule. Puis il fit une nouvelle tentative, et cette fois avec tant de succès que, sans rien ajouter au premier bruit qui lui avait échappé, il fut libéré du fardeau qui lui avait causé tant de soucis. Mais Don Quichotte n'avait pas le nez moins fin que l'oreille, et comme Sancho était resté cousu à lui et que certaines vapeurs montaient presque en ligne droite, elle lui parvint inévitablement. Dès qu'elle y sentit, il n'eut d'autre recours que de se boucher le nez avec deux doigts.
Il me paraît, Sancho, dit-il d'une voix un peu nasillarde, que tu as très peur. C'est bien vrai, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous le fait penser en ce moment plutôt qu'à un autre? Parce qu'en ce moment, tu sens particulièrement fort et que ce n'est pas l'endroit. Peut-être bien, mais c'est de votre faute, monsieur. Vous n'avez qu'à m'amener. Vous n'avez qu'à ne pas m'amener à une heure pareille dans des endroits inconnus. Retire-toi de 3 ou 4 pas, mon ami, reprit Don Quichotte, tout en gardant le nez bien serré entre ses doigts. Et désormais, surveille un peu plus ta personne et observe les égards que tu dois à la mienne. La trop grande liberté que je te laisse prendre avec moi est la cause que tu laisses aller à pareille irrévérence. Je parie, monsieur, répliqua Sancho, que vous vous imaginez que j'ai fait quelque chose qu'on ne doit pas faire. Sancho, ce sont la matière qu'il vaut mieux ne pas remuer. Maître et valet passèrent le reste de la nuit à ces conversations. Quand Sancho vit que le jour ne tarderait pas à se lever, il renoua ses culottes et délia tout doucement les pieds de Rocinante. Dès que celui-ci se sentit libre, et bien qu'il ne fût guère fougueux, il voulut sans doute marquer son mécontentement car il se mit à piétiner du devant. Pour ce qui est de faire des courbettes, il en aurait été bien incapable. Don Quichotte, voyant que son cheval remuait en tira bonne augure, il vit le signal d'entreprendre des terribles aventures. Entre-temps, le jour s'était levé et l'on y voyait enfin clair. Don Quichotte s'aperçut qu'il se trouvait sous de grands arbres, et c'étaient des châtaigniers qui rendaient l'ombre encore plus épaisse. Mais il y avait peu de couvrir la cause de ces coups que l'on entendait toujours. Ainsi donc, sans plus attendre, il donna des éperons à Rocinante, dit une nouvelle fois adieu à son écuyer, en lui ordonnant de l'attendre pendant 3 jours au plus, et d'être sûr, s'il ne revenait pas au bout de ce temps-là, que Dieu avait disposé de sa vie dans cette périlleuse aventure. Il lui rappela le message qu'il devait porter de sa part à sa dame Dulcinée, et ajouta qu'il n'avait pas à se soucier en ce qui concernait le paiement de ses gages, car, avant de quitter leur village, il avait fait son testament dans lequel Sancho se trouverait gratifié au prorata du temps qu'il lui aurait servi, ouais, mais que si Dieu lui permettait de se tirer de ce danger sain et sauf, et libre de ses mouvements, il pouvait être sûr et certain d'obtenir l'archipel tant de fois promis. Quand Sancho entendit cet émouvant discours, il se remit à pleurer, et résolut de ne pas abandonner son maître avant le terme du dénouement de ses grandes entreprises. De ces larmes et de cette résolution si honorable, l'auteur de notre histoire tire la conclusion que Sancho devait être bien né, ou du moins un vieux chrétien. Son chagrin attendrit quelque peu Don Quichotte, sans qu'il manifestât cependant la moindre faiblesse, au contraire dissimulant du mieux qu'il put son émotion. Il avança du côté d'où lui semblait venir le bruit de l'eau et des coups. Sancho le suivait à pied, menant par le licol son âne, fidèle compagnon de ses ordres et malheurs. Après avoir marché un moment entre ces sombres châtaigniers, ils débouchèrent dans une prairie surplombée de rochers, d'où se déversait une énorme chute d'eau. Au pied des rochers, on pouvait voir quelques cabanes grossièrement bâties, qui avaient plus l'air de ruines que de maisons. C'était de là que provenaient ces coups épouvantables qui n'avaient pas cessé. Tant de vacarmes effrayèrent Rocinante, mais Don Quichotte, tout en se calmant, s'approcha des cabanes, se recommandant à sa dame en la suppliant de le soutenir dans cette difficile et redoutable entreprise. Et chemin faisant, invoquant aussi l'aide de Dieu, Sancho, qui ne lâchait pas son maître, allongea le cou tant qu'il pouvait pour regarder entre les jambes de Rocinante, espérant découvrir enfin ce qui leur a causé tant d'alarmes. Il n'avait pas fait 100 pas lorsqu'au détour d'un rocher apparut dans toute son évidence la cause seule possible de ce bruit épouvantable et pour eux terrifiant qu'ils avaient tenu en émoi toute la nuit. C'était, j'ose l'espérer, ami lecteur, que tu ne m'en tiendras pas rigueur, j'ose espérer, ami lecteur, si maillait d'un moulin un foulon,
qui, en frappant alternativement, faisait ce vacarme effrayant. À cette vue, Don Quichotte resta paralysé et sans voix. Sancho le regarda et vit qu'il avait baissé la tête, en proie à la plus grande confusion. Don Quichotte regarda aussi Sancho et vit qu'il avait les deux joues gonflées par une forte envie de rire. Et malgré sa contrariété, il ne put s'empêcher de sourire en voyant la grimace de son écuyer. Celui-ci, ravi que son maître eût commencé, explosa si bien qu'il dut se tenir les côtes avec ses poings pour ne pas en crever. 4 fois il se calma et 4 fois il repartit de plus belle. Don Quichotte se vouait à tous les diables, surtout quand il entendit Sancho dire dans l'intention évidente de le railler: « Apprends, Sancho, que le ciel m'a fait naître dans ce siècle de fer pour que j'y fasse revivre l'âge d'or. Je suis celui à qui sont réservés les pires dangers, les plus grands exploits, les plus hauts faits d'armes. » Et il continuait sur le même ton, reprenant presque mot pour mot ce que son maître avait dit la première fois qu'il avait entendu les coups terribles. Don Quichotte, offensé et furieux, on se moqua de lui, leva sa lance et lui assela 2 grands coups, avec une telle force que si l'écuyer les avait reçus sur la tête, le maître eût été quitte de payer ses gages, sinon aux héritiers. Sancho, voyant qu'on appréciait peu ses plaisanteries, et craignait que Don Quichotte ne continuât les siennes, lui dit d'un ton humble: « Calmez-vous, monsieur, au nom du ciel, vous voyez bien que je plaisante. » « Eh bien, moi pas. Venez un peu